Bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo la première partie de l'épreuve CC-INP de physique de la filière MP de 2023. L'épreuve s'inspirait du manga One Piece. C'était une idée plutôt originale, plutôt sympa. Première question, on nous demande ici de déterminer la distance interatomique d'équilibre pour x égale x équilibre. Étant donné qu'on est à l'équilibre, la dérivée du potentiel en x égale x équilibre doit être égale à 0. Dans un premier temps, on dérive ce potentiel, puis on va remplacer x par x équilibre, ce qui nous permet d'avoir la relation suivante. X équilibre est égal à x0. Pour répondre à la question 2, on va réaliser un développement de Taylor à l'ordre 2 de v de x autour de x0, qui est la valeur à l'équilibre. On va aussi s'aider de la question précédente, à savoir que la dérivée première de v de x en x égale x équilibre, x0, est égale à 0. Le potentiel qu'on va obtenir, on va le comparer au potentiel d'un ressort de constante k qui possède l'allongement x moins x0. En comparant les deux expressions, on remarque que k est égal à la dérivée seconde de v de x en x égale x0. On a ainsi l'expression suivante, k est égal à 2 fois v0 fois a au carré. Alors, la petite remarque ici, le potentiel v de x en x égale x0 est égal à 0. Donc ici, la constante associée au potentiel d'un ressort est égale à 0. À la question numéro 3, on nous indique ici qu'on applique une force à la particule de masse m et sa position est epsilon en fonction de t. Et on demande ici de déterminer la pulsation des oscillations. Pour cela, on va déterminer l'équation différentielle qui est régie par ce déplacement. On représente ici la force de rappel et ensuite on projette sur u de x. Étant donné qu'on projette sur u de x, il n'y a pas le poids. Et ici, x est égal à x0 plus epsilon. On remplace dans notre expression, ce qui nous permet d'obtenir la pulsation suivante, à savoir que oméga 0 est égal à la racine carrée de k sur m. On a déterminé k précédemment. Et on obtient l'expression suivante pour la pulsation oméga 0 est égal à la racine carrée de 2 fois v0 fois a au carré sur m. On va ensuite résoudre l'équation différentielle en utilisant les conditions initiales. Ainsi, on pourra obtenir l'expression de epsilon en fonction du temps. On a ainsi l'expression suivante, epsilon est égal à bêta fois cosinus de oméga 0 fois t. Ensuite, il nous suffit de représenter la vibration au cours du temps de epsilon en fonction du temps. On a la représentation suivante pour epsilon. Question numéro 4, on va représenter ici le potentiel de Morse et le potentiel harmonique approché. Le potentiel de Morse tend vers V0, c'est une asymptote pour les valeurs qui tendent vers l'infini. Et pour les valeurs plus petites, elle va tendre vers exponentielle moins 2ax. L'énergie potentielle harmonique est une parabole. Pour le potentiel de Morse pour des valeurs d'abscisse inférieures à x0, ce potentiel tend vers exponentielle de moins 2ax, ce qui nous permet d'obtenir les deux tracés suivants pour les deux potentiels demandés. Et on n'oublie pas de tracer l'asymptote pour x tendant vers l'infini pour le potentiel de Morse. Question suivante. Alors pour répondre à cette question, on va s'aider du schéma. L'abscisse de l'atome n vaut au repos Na. Lors du mouvement, cet atome va se déplacer d'une distance un de t. Son abscisse, que l'on note x de n, va être égal à Na plus un. Ainsi, un va être égal à xn de t moins Na. Question suivante, on va déterminer à la question 6 l'équation du mouvement de la énième masse. On va s'aider du schéma présent. Alors, à noter que sur le schéma, pour plus de facilité, on va considérer que un plus 1, le déplacement est supérieur à un, et un est supérieur à un moins 1. On va aussi considérer deux forces, la force exercée par la tonne n plus 1 sur la tonne n, et la force exercée par la tonne n moins 1 sur la tonne n. On va par la suite exprimer ces deux forces, et ainsi déterminer l'équation qu'on demande. On va déterminer dans un premier temps la force exercée par la tonne n-1 sur n. Cette force est égale à moins k fois l'allongement total moins la longueur à vide, L0, suivant un vecteur orienté d'un point fixe vers un point mobile.
Le point mobile correspond à la masse de la tonne N. Et le point fixe est situé à gauche de la tonne N, car on s'intéresse à la force exercée par la tonne N-1 qui est située à gauche. Ainsi, ce vecteur qui est orienté d'un point fixe vers le point mobile est orienté suivant U de x. L'allongement total va être égal à L0 plus UN de t moins UN moins 1. On simplifie notre expression. On a l'expression suivante, moins k, facteur de UN de t moins UN moins 1 fonction de t, le tout suivant U de x. Cette force est bien conforme à notre représentation sur le schéma précédent. Elle est orientée vers la gauche. On va exprimer maintenant la force exercée par la tonne N plus 1 sur N. On utilise la formule de tout à l'heure, à savoir que ce vecteur est égal à moins k fois l'allongement total moins L0, suivant un vecteur orienté d'un point fixe vers un point mobile. L'allongement total est égal ici à L0 plus UN plus 1 moins UN. Et ensuite, on soustrait à L0 la longueur à vide. Le mobile est l'atome N. Maintenant, le point fixe est considéré maintenant à droite du mobile, car on s'intéresse ici à la force exercée par la tonne N plus 1 qui est située à droite de la tonne N. Donc le vecteur qui nous intéresse, qui est orienté vers le point fixe, vers le point mobile, est donc orienté vers le vecteur moins U de x. Après simplification, on a bien un vecteur qui est orienté vers la droite, suivant U de x. Donc on aurait pu aller plus vite en considérant toujours les mêmes hypothèses, à savoir que UN plus 1 est supérieur à UN et qui lui-même est supérieur à UN-1. Et on va s'aider du schéma qu'on a utilisé précédemment pour représenter les deux forces. On a une force qui est orientée vers la droite et une force qui est orientée vers la gauche. Et on va utiliser le fait que la différence entre, par exemple, UN plus 1 moins UN est positive, ce qui nous permet de représenter, par exemple, la force exercée par N plus 1 sur N. Et donc, suivant U de x, on écrit l'expression. Et pareil pour l'autre force. L'autre force, la force exercée par la tonne N-1 sur N, est suivant moins U de x. Et on sait que UN moins UN moins 1 est positive. On a bien une expression qui va vers la gauche. Donc c'est une petite méthode pour aller plus vite, au cas où on est un petit peu perdu et on ne sait plus retrouver les relations. Ensuite, on va projeter les deux forces suivant U de x, ce qui va nous permettre de déterminer l'expression demandée dans l'énoncé. On regroupe les différents thèmes et on a l'expression suivante pour l'équation différentielle. Il suffit ensuite de comparer notre expression à l'expression de la question 6 et ainsi on peut déterminer oméga 0 au carré et alpha. Et on trouve oméga 0 au carré qui est égal à k sur m et alpha qui est égal à 2. Question suivante, on demande à cette question si l'onde qui est proposée dans l'énoncé est harmonique. La réponse est oui, car si on exprime cette onde sous forme réelle, on a ici une fonction qui est en cosinus oméga t moins QNA. C'est donc une fonction sinusoïdale. C'est donc bien une onde harmonique, car une onde est harmonique lorsqu'elle est sinusoïdale. U0 correspond à l'amplitude de l'onde et oméga à la pulsation de l'onde. Question suivante, on demande ici d'établir l'expression de la longueur d'onde, lambda, en fonction de A. D'après l'énoncé, lambda représente la plus petite distance séparant deux masses au repos. On pourrait penser que cette distance vaut A. Cependant, lors de la propagation d'une vibration, il faut que la tonne N-1 et la tonne N, par exemple, ne soient pas dans le même état de vibration lors de la propagation. Pour avoir cela, il faut qu'au minimum, lambda soit égal à 2A. Si on avait la situation où lambda est égal à A, tous les atomes seraient dans le même état de vibration. Dans ce cas, il n'y a pas de vibration possible. La longueur des ressorts va rester toujours la même, donc pas de propagation. On demande aussi l'expression de Q, qui est souvent notée K, c'est le vecteur d'onde, qui est égal donc à 2pi sur lambda. Question suivante. À cette question, on demande ici de montrer que la relation de dispersion est conforme à celle de l'énoncé. Pour cela, on va utiliser la forme complexe de UN, ce qui nous permet d'avoir l'expression suivante pour la dérivée seconde de UN de t, ce qui nous donne une expression qui est égale à moins oméga carré fois UN de t. On fait la même chose pour UN plus 1, et pareil pour UN moins 1.
Et on a les deux expressions suivantes, à savoir que un plus 1 est égal à un multiplié par l'exponentielle de moins i qa, et un moins 1 est égal à l'expression de un fois l'exponentielle de i qa. Ensuite, on remplace dans l'expression de la question 6. Afin de retrouver l'expression de la question 9, il fallait céder ici des données de l'énoncé qui nous donnait ici une indication sur les formules trigonométriques, à savoir qu'on pouvait transformer 1 moins cosinus de QA en 2 sinus de QA sur 2 au carré. On utilise cette expression pour avoir oméga carré, ce qui nous donne l'expression suivante. On va également représenter la pulsation en fonction de Q. Cette pulsation dépend de la valeur absolue de sinus de QA sur 2. On va d'abord tracer sinus de QA sur 2 en fonction de Q. Et ensuite, cela va nous permettre de déterminer la pulsation en fonction de la valeur absolue de sinus de QA sur 2. On a ainsi la représentation suivante de la pulsation en fonction de Q sur un intervalle de 0 à 2π sur A. Question suivante, on demande ici de définir la vitesse de groupe et la vitesse de phase. On exprime mathématiquement à quoi correspond la vitesse de groupe, avec K le vecteur d'onde qui correspond à Q dans cet exercice. On peut définir la vitesse de groupe comme la vitesse de propagation de l'énergie, c'est la vitesse de l'information. On définit ensuite la vitesse de phase qui correspond à la division de la pulsation sur le vecteur d'onde, donc pulsation sur Q. Cette vitesse correspond à la vitesse de propagation de la phase, elle n'a pas de réalité physique. Considérons le graphique représentant la pulsation en fonction de Q. On choisit un point de la courbe de coordonnées ω1 et Q1. Pour déterminer la vitesse de phase, il suffit de diviser l'ordonnée sur l'abscisse en ce point. Et pour déterminer la vitesse de groupe, il suffit de tracer la tangente en ce point afin de déterminer la vitesse de groupe. Attention, c'est bien dω sur dq. On a l'impression que c'est un G, mais c'est bien un Q. Question suivante, on demande si la chaîne est dispersive. La réponse est oui. On peut le montrer grâce au graphique. On remarque que lorsqu'on trace la pulsation en fonction de Q, on n'a pas une relation linéaire, c'est-à-dire on n'a pas une droite. Afin de déterminer la relation que doit satisfaire la pulsation pour que Q existe, on va s'intéresser à la valeur absolue de sinus de QA sur 2, qui doit être inférieure ou égale à 1. On remplace son expression. Et on a la nouvelle relation suivante, à savoir que oméga doit être inférieur ou égal à 2 oméga 0. Ainsi, on peut dire que la chaîne d'oscillateur constitue un filtre passe-bas. Q existe lorsque oméga est inférieur à 2 fois oméga 0. Question suivante, on va déterminer dans cette question la vitesse de groupe et la vitesse de phase dans un premier temps pour Q inférieur à π sur A. Cela signifie que QA est très inférieur à 1. On utilise cette donnée pour transformer sinus de QA sur 2 en QA sur 2, ce qui nous donne une nouvelle relation pour oméga, ce qui nous permet ensuite de déterminer la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Après calcul, on obtient deux expressions qui sont égaux. Donc la vitesse de groupe et la vitesse de phase sont égaux pour Q très inférieur à π sur A. Le milieu est non dispersif. L'onde est harmonique et non dispersif pour Q inférieur à π sur A. On s'intéresse maintenant au cas où Q est égal à π sur A, ce qui nous permet d'avoir la relation suivante. Oméga est égal à 2 oméga 0. On détermine ensuite la vitesse de phase et la vitesse de groupe. On remarque que la vitesse de groupe est égale à 0. Cela signifie que l'énergie ne se propage pas. Pour Q est égal à π sur A, l'onde est stationnaire. On a ici une succession de ressorts comprimés et étirés. Ce sont des mouvements contraires pour deux atomes successifs. Question suivante, on s'intéresse ici au potentiel de Lennard-Jones. On a deux thèmes dans cette expression. Un thème de répulsion qui est dû à la répulsion électronique et au principe d'exclusion de Pauli. C'est l'expression en A divisé par x puissance 12. On a également un thème d'attraction en B, en moins B divisé par x puissance 6. Ce sont des interactions de Van der Waals, des interactions attractives. Question numéro 14, on nous demande ici de montrer que le potentiel de Lennard-Jones peut se mettre sous une autre forme. Pour répondre à cette question, on va utiliser la donnée de cette question qui nous indique que A est la distance entre deux atomes à l'équilibre. Cela signifie, si on fait la dérivée de ce potentiel en fonction de x en x égale A, ce potentiel est égal à 0.
on va utiliser cette donnée pour trouver une relation entre A et B. Après avoir effectué tous les différents calculs, on trouve que A est égal à B fois A puissance 6, le tout divisé par 2. Par identification, on trouve que le puits de potentiel est égal à B divisé par 2 fois A puissance 6. Question suivante, on nous demande ici de déterminer les trois courbes qui nous sont proposées. Donc la courbe numéro 1 correspond au potentiel en fonction de x, on l'a déjà tracé précédemment. On a à la fois ici des valeurs croissantes et décroissantes qui correspondent au potentiel en fonction de x sur a. On a ensuite la courbe 2 et la courbe 3. Les deux tendent vers 0 pour des x très grands. La courbe numéro 2 tend plus rapidement que la courbe numéro 3 pour des x très grands. Cela signifie que la courbe numéro 2 correspond à l'expression qui est au centre, en a divisé par x puissance 12, car elle tend plus rapidement vers 0 pour des x très élevés. Donc dans l'ordre, la courbe numéro 1 correspond à l'expression la plus à gauche, la courbe 2 l'expression au centre et la courbe 3 à l'expression à droite. Question numéro 16. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser le même procédé qu'on a effectué pour la question numéro 2. On va effectuer un développement limité autour de A pour le potentiel V de x. On a donc ici l'expression suivante qu'on va comparer à l'énergie d'un ressort. Par comparaison, on remarque que K est égal à la dérivée seconde de potentiel en x égale A. Attention, ici j'ai encadré x moins A au carré divisé par 2, c'est une petite erreur. On n'oublie pas non plus que la dérivée première en x du potentiel en x égale A est égale à 0. On est à l'équilibre. On va déterminer la dérivée seconde de V de x. D'abord, on part de l'expression du potentiel. On la dérive une première fois, puis une deuxième fois. Et ensuite, après avoir obtenu la dérivée seconde du potentiel, on remplace x par a, ce qui nous permet de déterminer la constante k. Après avoir effectué les différents calculs, on trouve que k est égal au puits de potentiel fois 72, le tout divisé par a au carré. Question 17, on va déterminer la valeur de k et la valeur de oméga 0. On remplace par les différentes expressions qu'on a obtenues et on trouve pour k 2,88 10 puissance 1 joules par mètre carré. Et pour oméga 0, on trouve 1,7 10 puissance 13 radians par seconde. Question 18, on demande ici d'exprimer la valeur moyenne temporelle de l'énergie cinétique. On va écrire cette expression. Elle dépend de la dérivée en fonction du temps de un. On va exprimer UL en réel, ce qui nous donne U0 cosinus oméga t moins QNA. On dérive cette expression et on la remplace dans l'expression de l'énergie cinétique. On effectue les différents calculs et on obtient une énergie cinétique pour un atome qui est égale à 1 quart fois la masse fois U0 au carré fois oméga au carré. Pour n atomes, il nous suffit de multiplier cette expression par n, ce qui nous donne l'expression suivante pour l'énergie cinétique pour n atomes, qui est égale à n divisé par 4 fois la masse fois oméga au carré fois U0 au carré. Question suivante, on va ici déterminer l'expression de l'énergie potentielle moyenne EP. Pour cela, on va utiliser les deux forces qui sont appliquées à l'atome N. Étant donné que ces forces dérivent d'une énergie potentielle, on peut ainsi déterminer l'expression de l'énergie potentielle totale de l'atome N. On va déterminer dans un premier temps l'énergie potentielle issue de la force exercée par l'atome positionné en N plus 1 sur l'atome N. Après avoir effectué les différents calculs, on a l'expression suivante pour l'énergie potentielle issue de la force donc exercée par l'atome positionné en N plus 1 sur l'atome N. On fait de même pour l'énergie potentielle issue de la force exercée par l'atome positionné en N-1 sur l'atome N. Après calcul, on a l'expression suivante pour cette énergie potentielle. Pour obtenir l'énergie potentielle totale, il suffit d'additionner ces deux expressions. On a ainsi l'expression suivante pour l'énergie potentielle totale. Ici, petite remarque, c'est une expression qui utilise des valeurs réelles. Pour expliquer le fait qu'il y a un facteur 1 quart devant l'expression de l'énoncé, il nous faut passer en valeur complexe. On va faire un petit calcul. On va partir de l'expression de UN en
écriture réelle, ce qui nous donne un U0 cosinus oméga t moins QNA. Si on effectue ensuite sa moyenne temporelle, on trouve la relation suivante, à savoir que c'est égal à U0 au carré sur 2. Maintenant, considérant l'expression de UN en complexe, on a l'expression suivante. Si on fait la valeur absolue de cette expression, elle est égale à U0. Repartons maintenant de la valeur moyenne de UN en réel. On a U0 carré sur 2, ce qui correspond à 1,5 fois la valeur absolue de l'expression complexe au carré. Ainsi, pour utiliser l'expression complexe pour avoir la valeur moyenne, il suffit d'avoir la valeur absolue de l'expression complexe au carré multiplié par 1,5. Sachant cela, on va remplacer les valeurs réelles par les expressions complexes. Et après calcul, on a les différentes expressions suivantes. Il faut remarquer ici que l'expression qui est donnée dans l'énoncé correspond donc à une énergie potentielle moyenne pour des valeurs complexes. Et aussi à noter que normalement, on doit avoir un plus dans l'expression proposée dans l'énoncé. Il y avait donc ici une erreur d'énoncé. Question 20. On nous demande ici d'exprimer l'énergie potentielle moyenne en fonction de la masse, U0 et oméga. On va pour cela partir de l'expression qui utilise un plus. On va dans un premier temps déterminer l'expression de U de n. U de n plus 1, U de n moins 1. U de n plus 1 et U de n moins 1 vont être exprimés en fonction de UN. On fait les différents calculs. Et on a ainsi l'expression de l'énergie potentielle moyenne qui est égale à l'expression suivante. On rappelle que la valeur absolue de l'expression complexe au carré donne U0 au carré. On peut ainsi simplifier l'expression de l'énergie potentielle moyenne. On va également utiliser le fait que la valeur absolue d'un complexe au carré est égale à ce complexe fois son conjugué. Ce qui nous permet d'écrire que la valeur absolue d'exponentielle moins JQA-1 au carré est égale à la valeur absolue d'exponentielle JQA-1 le tout au carré. On peut ainsi simplifier l'expression moyenne de l'énergie potentielle, ce qui nous donne l'expression suivante. On va repartir de cette expression. On va utiliser à nouveau les données de l'énoncé, à savoir la formule trigonométrique qui était donnée, et aussi l'expression de la pulsation au carré. On utilise ces diverses expressions, ce qui nous permet d'obtenir l'expression suivante pour l'énergie potentielle moyenne, qui est égale donc à 1,5 fois la masse fois oméga au carré fois U0 au carré. Question suivante, on va déterminer ici l'expression de l'énergie interne du cristal. On a déterminé à la question 18 la valeur moyenne de l'énergie cinétique et à la question 20 l'énergie moyenne de l'énergie potentielle. On remarque que lorsqu'on multiplie l'énergie cinétique moyenne par 2, on trouve l'expression de l'énergie potentielle moyenne, sachant que l'énergie interne est égale à la somme de l'énergie cinétique moyenne plus l'énergie potentielle moyenne. L'énergie interne est donc égale à 3 fois la valeur moyenne de l'énergie cinétique. En utilisant le théorème de l'équipartition de l'énergie, on a que l'énergie cinétique moyenne est égale à kBT sur 2. Ainsi, l'énergie interne de ce système est égale à 3 kBT sur 2. Ce qui nous permet d'écrire que l'énergie interne totale est donc égale à 3,5 fois N fois kB fois T. Question 22. On nous demande ici d'exprimer la longueur d'onde en fonction de oméga, oméga 0 et de A. On utilise pour cela l'expression de la relation de dispersion. On effectue les différents calculs et on obtient l'expression suivante pour lambda. La longueur d'onde va être égale à pi fois A divisé par arc sinus d'oméga divisé par 2 fois oméga 0, le tout en valeur absolue. On va ensuite déterminer cette valeur. La longueur d'onde après calcul est égale à 1,187 10 puissance moins 4 mètres. Cette valeur est très supérieure à A. Le milieu est donc considéré comme continu. On est dans le cadre de l'approximation des milieux continus. Question suivante. On nous demande à la question 23 de déterminer la célérité de l'onde dans le cristal. Pour cela, on va procéder par analyse dimensionnelle. Il remarque que la célérité au carré est égale à A au carré fois K sur M. On fait la racine de cette expression pour avoir la célérité.
et on trouve que la célérité est égale à A fois la racine carrée de K sur M. Ce qui donne une célérité égale à A fois oméga 0. On remplace par les valeurs qu'on a déjà calculées pour oméga 0. A est égal à 2 fois 10 puissance moins 10. La pulsation oméga 0 est égale à 1,7 10 puissance 13. Et après calcul, on trouve une vitesse, une célérité égale à 3400 mètres par seconde. Voilà, on a terminé la première partie de ce problème.